Apéro spécial week-end de folie. Week-end bien chargé en match de basket parce que ce premier tour de play-off est un des plus serrés. Honnêtement, il va y avoir 3 Game 7 ce week-end. Faut qu'on regarde. On en a eu des premiers tours bien violents, mais entre le nombre de 3 Game 7 plus 3 autres séries qui se sont donc terminées à 4-2. C'est la première fois depuis 2014 qu'on a un premier tour de play-off aussi chaud. En fait, il n'y a que le Thunder 4-0, les Suns et quand même les Spurs qui ont quand même mis 4-1 aux Blazers. C'est quand même dans une manière assez autoritaire. Un mois, là. Ouais. Assez autoritaire. Sinon, toutes les autres séries avec des physionomies très différentes. Bien évidemment que ce qu'ont fait les Knicks aux Hawks équivaut à un sweep. Voilà. Si la femme des Hawks vous dit le contraire. Alex et moi on s'est fait sweeper au premier tour. Oh la vache. Non, c'était très chaud. C'est très chaud. Et après il y a plein de configurations différentes. Ouais. Et la nuit dernière on est le symbole. Absolument. On a tout eu en une nuit. Il y a tout eu. Un comeback de grand malade mental. C'est le genre de nuit qui nous rappelle à quel point on kiffe la NBA. C'est comme ça. Le meilleur joueur de la ligue qui dit bonjour, je suis le meilleur joueur de la ligue. Non, je rigole. L'âge n'est qu'une histoire de chiffres. Voilà. On parlera avec LeBron. C'est dans la tête. Exactement. Uniquement. Jamais dans les jambes. Il a toujours dit LeBron, c'est dans la tête. On espère que vous allez bien, que le week-end démarre fort. Ça va être un gros week-end, notamment avec 3 Game 7. L'idée de cette petite vidéo, évidemment, c'est de revenir sur ce qui s'est passé hier soir, d'enchaîner sur les 3 Game 7 de ce week-end. Ce samedi soir, Celtics Sixers. Demain, Pistons Magic. Et on terminera avec nos amis les Raptors en déplacement à Cleveland. 3 Game 7, ça va être la régalade. Je préfère prévenir tout de suite, c'est un long marathon avec Trash Talk. Vous le savez, on est là tous les jours avec vous, donc pas de match commenté ce week-end. Je préfère être très clair. On garde l'énergie aussi là pour la suite parce que ça va être un gros run de playoff là. Ouais, on va plutôt se focus aujourd'hui sur ce bon petit débrief. Ensuite, on va se focus à partir d'aujourd'hui sur de la preview. Ouais. Qu'on va vous essaimer au fil du week-end, au fil de nos tournages. Même jusqu'à lundi. Au fil de nos tournages. De toute façon, c'est pas compliqué. On peut déjà pas avoir de preview. Les Cavs et les Pistons s'affrontent et jouent un game. Enfin, s'affrontent. Les Cavs et les Pistons vont faire des Game 7 à la maison et sont favoris pour s'affronter en demi de conf. Voilà, c'est la phrase ça. Mais donc, du coup, tu peux pas faire la preview de cette série. On ne peut pas encore tourner Raptors Magic. Tant que les Celtics ou les Sixers, donc c'est cette nuit. Tu peux pas encore tourner la preview, donc si vous voulez, voilà, on va aller au fil de l'eau, comme on dit. On voit ce qu'on a. L'Ouest fait le travail. Et alors, donc on a déjà 2 séries à l'Ouest qui sont sûres. Vous aurez aujourd'hui, un peu plus tard dans la journée, la preview de Spurs Wolves, oui. C'est sûr et certain. Et si vous êtes sage, demain, vous aurez un petit Lakers Thunder. Je rappelle aussi en info que Spurs Wolves, ça démarre lundi soir, et que Thunder Lakers, ça démarre mardi. Alors, quand il dit lundi soir, c'est dans la nuit de lundi à mardi. Le lundi soir, vous pouvez être excité pour le match qui va venir. Le lundi soir aux États-Unis, dans la nuit pour nous. Voilà, absolument. Donc on a un peu de temps pour regarder tout ça et les previews. On peut rester focus sur cette fin de premier tour. C'est ça qui est cool aussi. Absolument. Et donc, déjà, on espère que vous allez regarder ces matchs parce que Celtics Sixers, c'est à 1h30 du matin et demain, on a à 21h30, je crois, le Pistons Magic suivi par Cavs Raptors. Donc ça c'est bien. Je sais pas quoi penser de cette série Pistons Magic. Moi je sais. Je tombe de haut à chaque fois. Je pense que les fans d'Orlando et de Détroit ne comprennent pas non plus ce qui se passe trop, mais bon. C'est comme ça. Rentrons dans le vif du sujet. Vas-y. Il y a une équipe hier soir qui a fait le travail. Il y avait 3 Game 6 et il y a une équipe qui a dit non. On n'aura pas de comeback pour l'éternité. Il y avait 3-0 Lakers. On est revenu à 3-2 avec 2 bons matchs des Rockets. Mais le patron a dit non. Victoire des Lakers. Ferme, sûr, nous sommes les darons, vous êtes les petits, 98-78, on va revenir sur cette victoire et qualification des Lakers pour le tour suivant. On aura donc Lakers Thunder. Alex, quand on a vu ce match arriver, on avait un très gros gain de confiance pour des Rockets qui étaient menés 3-0, qui avaient vécu ce Game 3 atroce à domicile, mais qui s'était bien récupéré. Avec le Game 4, avec cette victoire dans un match serré à Los Angeles en Game 5, on avait parlé de cette belle prestation des jeunes dans le Money Time. Ouais. Et là, on s'est ramené à Houston avec de la pression. Devoir pour les Lakers de faire le boulot parce que tu voulais pas rentrer avec une série à 3-3. Il y avait de la pression sur les 2 équipes. Et oui. Les Rockets, la pression de se faire éliminer. Les Lakers, la pression de pas gagner encore et de devoir rentrer à la maison pour jouer un Game 7 face à des petits jeunes. Certes,
un peu grande bouche en conférence de presse et tout, mais depuis 2 matchs, ils avaient envoyé des choses sur le terrain. Bon, il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de discussion dans ce Game 6. Et dès le début du match. Ce que je veux dire, là, on va vous parler après des 2 autres Game 6 qui avaient lieu donc, dans la conférence Est. Oui. Des matchs avec des physionomies très différentes. Avec des finishes un peu différents. Des physionomies très différentes, mais il y a eu discussion. Tout à fait. Là, les Lakers sont allés à Houston. Ouais. Et ils sont arrivés. Et le score final de ce match, c'est plus 20 Lakers. C'est le score du match. C'est normal. 20. Il y a plus 20. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, non, il y a eu un run de fin. Non. Dès le début du match, les Lakers prennent les choses en main. Très grosse défense. Moi, j'ai adoré la défense des Lakers sur le fait de retrouver un niveau défensif des Lakers à l'image de ce qu'ils avaient fait au tout début de la série. On a retrouvé cette agressivité. Tout à fait. Il faut d'ailleurs, on va commencer par là. Allez-y, faites des recs, préparez les recs. Vous m'entendrez pas souvent et tout. DeAndre Ayton fait une vraie série. Et ça s'est vu encore sur ce match. Ouais. Non mais, attends, pardon. Genre moi, en tant que fan des Suns ou les fans des Blazers, bon les fans des Blazers sont pas allés en playoff avec Ayton, mais tu vois, genre, voilà, ça faisait un petit moment, quand il est motivé, là, comme là, déjà il commence par la moisson au rebond. Donc c'est quand même un gros rebondeur bien boulimique. C'est-à-dire le mec, même quand il est pas motivé, il en prend 10. Donc quand il est motivé, il en prend 16. Ou 18. Et au dernier match, il y a eu du gros double-double aussi. Ça fait 2 fois de suite. Là, là, il n'a pas le double-double parce qu'il met que 7 points, mais il y a 16 rebonds. Il se met des lancers, il y aura eu double-double. Exactement, parce qu'il a 3 sur 7 au lancer, l'affreux. Mais il a vraiment bien verrouillé le rebond défensif. Et en fait, si j'insiste tout de suite là-dessus, c'est parce que tu as raison de parler de défense. C'est vrai, Marcus Smart, DeAndre Ayton a fait les efforts. Tout le monde était au diapason. Rui, tout le monde. Même Austin Reeves, tu sais quoi. Austin Reeves qui a été réinstauré dans le... Réinstauré titulaire, et puis du coup, Luke Kennard, ça lui fait du bien de sortir du banc. Mais ce que je veux dire, c'est que la présence de Ayton et aussi, par exemple, un mec comme LeBron ou Marcus Smart, les deux, ils viennent beaucoup se battre au rebond, a permis à Los Angeles, non seulement ils défendent bien les Rockets, mais en plus, ils leur enlèvent un de leurs points forts, qui est le rebond offensif. Et donc, il y a eu un vrai effort stratégique. Tu sens que c'était une consigne. Bien poser les écrans. DeAndre, s'il te plaît, sois concentré, sois sous le cercle. LeBron, Smart, tout ça, venez tous aider. Rui, Hachimura, Jackson Hayes et tout. C'était une consigne importante. Ces Rockets ne shootent pas bien. Donc on va défendre bien, mais surtout, on ne les laisse pas se remettre en confiance avec des rebonds offensifs. Non mais c'est vraiment, c'est hyper important. Et Ayton, là-dedans, a forcément, vu que au match dernier, il en prend 17 et là, il en prend 16, oui, c'est important, quoi. Grosse moisson, tout à fait. Pas laissé trop de secondes chances. 54 rebonds à 45 pour ces Lakers. On est revenu sur tu te rends compte, ils ont plus 9 au rebond. Ah, c'est énorme. Je trouve qu'on a revu des éléments dont on avait parlé et dans la preview en début de série. Tu sais, quand notamment on discutait pendant la preview de cette capacité de plan de jeu, parce on parle beaucoup des joueurs, mais je trouve qu'un des très très grands vainqueurs de cette série, c'est JJ Redick, qui a mis un plan de jeu formidable quand Kevin Durant était là pour venir le doubler, faire lâcher la balle, créer vraiment du chaos dans l'attaque des Rockets. On l'a vu, l'attaque des Rockets a été en difficulté tout au long de la série. Il y a eu vraiment un seul gros match sur lequel ils ont pu être libres. Sinon, ça a été difficile. Même dans la victoire à Los Angeles, c'était un match de tranchée. Très difficile. Ça a été très compliqué. Et ces Lakers-là ont fait vraiment un effort défensif énorme où on a retrouvé les bases du début de série, où en fait les remontées de balles sont compliquées, les installations sont difficiles, on vient doubler au bon moment, on essaye de faire attention au bon match-up, donc quitte à se faire sanctionner, je te laisse peut-être Tari Eason ou un autre essayer de nous sanctionner parce que les pourcentages sont meilleurs sur d'autres garçons, donc on va voir ce que ça peut donner. On va essayer de venir bloquer Sengun pour pas qu'il ait justement ses espaces. Et il n'y a pas KD, donc on peut me dire ce qu'on veut. Bien sûr. Je sais, KD ceci, Burner cela et tout. Mais ça reste Kevin, you know I am. Genre quand même, pour organiser et attaquer sur la longueur de la série, je pense que c'est quand même une absence qui... Quand tu vois les pourcentages au tir hier des Rockets, j'allais venir. Parce que la défense des Lakers est bonne, t'as raison, ils gênent la remontée de balle et tout, mais il y a quand même des tirs vraiment ouverts et laissés, d'ailleurs presque... C'est ce que j'ai envie de dire. Non mais c'est ça. Ils savent dans les pourcentages qui on va laisser ouvert. Oui, mais du coup, c'est concrètement, c'est là où l'absence de KD pèse lourd. Parce que tu es obligé de le remplacer par Tari Eason ou un peu plus de minutes de Shepard ou d'Amen Thompson. Enfin, on s'en fiche en fait. Enfin, tu vois, genre, tu es obligé de le mettre dans une rotation où les Lakers ne vont pas hésiter. À combien il est, Reed Shepard? Alors, il est 1 sur 10 à 3 points, 4 sur 19 au tir, parce qu'on lui a donné aussi... le pauvre. Déjà, feu vert pour Reed Shepard, qui est très très jeune et à qui on a dit, grosso merdo, excusez-nous du peu, mais sur simple pick and roll,
une fois que Kevin Durant n'est pas là, qui est la meilleure option balle en main de cette équipe? On a pu voir avec Amen Thompson ce dont il est capable. Mais c'est pas un joueur de pick and roll, mais c'est ça. C'est-à-dire vraiment balle en main, capable de mettre des shoots. Et il avait montré, Red Shepard, en fin de match à Los Angeles, qu'il était capable, balle en main, de créer des situations où il peut créer son propre tir. Là, il est à 1 sur 10 à 3 points. Et les Lakers jouent sur ces pourcentages aussi, c'est-à-dire que Houston, tu le sais, n'est pas une équipe extraordinaire à 3 points. Si on défend bien et qu'on bloque le rebond, on va voir si ces Rockets sont maladroits. 5 sur 28 à 3 points hier soir, les Rockets. C'est un match que tu prends si t'es les Lakers tous les jours. Tous les jours, et ils l'ont fait d'ailleurs, et de 20. Donc c'est une très belle victoire. Mais c'est dans ce sens-là où je vais dire, voilà, là, sur la longueur, l'absence de Kevin Durant t'enlève cette régularité au tir et donne cette option défensive aux Lakers d'avoir quasiment toujours sur le terrain en face un mec que tu laisses ouvert. Ouais, minimum. Tout à fait. Donc voilà, les Lakers ont vraiment fait le boulot. J'ai parlé d'Ayton, t'as parlé de Smart, je suis complètement d'accord. J'aime bien aussi le retour d'Austin Reeves, j'aime bien le fait que Kennard puisse sortir du banc, ça lui va quand même beaucoup mieux, ça lui met moins de pression. Merci pour service rendu sur les 3 premiers matchs. J'aime bien la série de Rui Hachimura, mine de rien. Super. Et puis pardon. Puis on va parler de parce LeBron. que le meilleur joueur de la série, c'est LeBron James. Non mais attends, c'est le meilleur joueur de la série. Genre, et c'est pas comment dire. C'est pas vraiment un débat, c'est pas vraiment une comment dire, c'est pas vraiment close comme on dit dans le jargon. Ah non, mais pas oui, non, pardon, je suis croyais que t'allais dire aussi c'est serré. Ah non, c'est pas du tout serré. En fait, je pense c'est le meilleur joueur de la série. Indéniablement, c'est le meilleur joueur de la série. On en parlait pendant la preview. Je pense qu'il y avait beaucoup d'excitation autour d'un éventuel duel avec Kevin Durant. Bon, il n'y a pas eu lieu. On n'a pas eu parce que peut-être que l'écart aurait été du coup un petit peu plus serré parce que KD faire ça LeBron, on sait que ça peut donner des grosses choses malgré notamment les doubles teams envoyés par les Lakers sur KD. Mais LeBron, on en parlait justement dans la preview, avait un challenge hyper intéressant là à saisir. C'est si vous nous laissez l'opportunité, je vais m'enfoncer dedans avec mes gars sur des choses, comme on a dit, défensivement très simples. Ce sont des Lakers assez nasty qui reviennent sur des principes très défensifs là autour de JJ Redick parce qu'ils n'avaient pas trop le choix avec l'absence d'Austin Reeves, avec l'absence de Luka Doncic. Ouais. Et donc LeBron montre que s'il faut agresser offensivement et créer des différences, je peux le faire. S'il faut finir à l'arceau malgré les risques que ça comporte sur son âge et ses kilomètres, je le fais. On avait dit au match dernier, il y a un peu moins les cannes et donc 0 sur 6 je crois à 3 points on avait dit, ça rentrait pas trop. Ça allait mieux hier. Là hier c'était formidable dans tous les choix. Quarterback qui envoie des passes extraordinaires en contre-attaque. Quel passeur. En fait on ne sait plus quoi dire autour du mec tellement il est fort. Les Rockets, malheureusement de par ce contexte d'absence de KD, ont entrouvert une porte, parce que toi et moi on a dit victoire des Rockets sur ce premier tour. Hein. Ah non, mais moi je l'ai déjà dit dans un débrief, c'est clairement la série où les autres séries, après les pronostics sont jamais parfaits, mais là c'est la série où pour la physionomie de la série, moi je l'avais pas du tout. Oui, non, pas du tout. Comme beaucoup de gens. Au-delà même du résultat, hein, je parle vraiment la physionomie du truc, c'est-à-dire par exemple, tu vois, on parle de LeBron. Moi, il y a un truc parce que le LeBron capable de contrôler le jeu, qui quand il met ses tirs, ça devient injouable et qui fait des pures passes et qui met tout le monde en confiance, qui rend les autres meilleurs. Ça va, on le connaît, ça fait 23 ans qu'il est là. En revanche, par rapport à la régulière qu'il avait faite, à son âge, au fait qu'il a besoin de s'économiser et tout, là franchement je trouve qu'il a montré aussi l'exemple dans le combat, dans le hustle. Il s'est arraché, tu parlais du game 3, là il se jette par terre pour avoir des balles. Là, là clairement, quand ton leader de cet âge-là, icône du basket, il se donne comme ça dans une série, qu'est-ce que tu veux faire? Tu suis et du coup, c'est vrai que pour Redick, c'est incroyable d'avoir un mec comme ça, mais pour Austin Reeves, pour Rui Hachimura, pour Ayton, pour Smart, pour Kennard, pour le jeune Thiero et tout, pour tous les joueurs, enfin Laravia qui a été pas si mauvais hier, tu vois, genre pour ces mecs-là, c'est génial en fait. Donc là-dessus, grande série du papy. Grande série du patron qui rappelle qui c'est, et c'est vrai qu'on retrouve aussi quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps parce qu'en fait notamment les Lakers s'étaient fait sortir au premier tour par les Wolves l'année dernière. Ah puis salement, hein, il s'était fait violenter. Hein. Il s'était fait violenter et pour le coup moi ce que j'aime bien là avec ce LeBron dont on parlait en preview, je l'ai en joueur à suivre, c'est quand LeBron se retrouve en situation, certes il est fatigué, mais en situation physique sans trop de graves pépins il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé, donc de le retrouver à ce niveau-là physique et de comprendre que ce mec, lorsqu'il a 4 matchs à gagner, arrive à piloter sa franchise, ses coéquipiers. Parce que là, ça a une gueule aussi. Moi, j'ai bien aimé certains qui l'ont mentionné dans la série. Pardon, hein, mais ça a aussi un peu une gueule de
2018 ou certaines saisons où LeBron, tu regardes le supporting cast et tu te dis putain, il va passer le tour. Il va passer le tour. Et oui, on le prend pour acquis, mais le mec a un niveau extraordinaire. Le challenge va être totalement différent sur le tour suivant parce que tu affrontes le champion en titre avec une défense monumentale et une capacité offensive meilleure que les Rockets. Mais chapeau Lakers, chapeau LeBron. Moi, je veux bien voir les gens qui avaient avant la série mis dans leur bracket Lakers win. Il y en a. Parce que ça, franchement, chapeau. Il y en a. C'est du bon boulot. C'est du très bon boulot. Très bon boulot. Et Redick, encore une fois, moi je suis. Bien joué Redick. Il n'y aura pas de match 7 dans cette série. Non. Il y aura un Thunder Lakers qu'on va preview là, comme on vous a dit, dans pas longtemps. Absolument. Avant de faire transition, si les fans des Rockets sont dans le coin, je suis désolé, mais la punchline elle est présente. Ouais, si vous voulez, on a quelque chose pour vous entraîner au tir. Il y a les copains de Decathlon. Ouais, c'est une vidéo avec nos potes de Decathlon en playoff, il y en aura quelques-unes. J'étais obligé avec Alex de vous mettre cette belle promo sur un panier de basket sur pied déporté spécial dunk réglable. Voilà, c'est le B700. Vous pouvez retrouver le lien en premier commentaire. Si vous voulez, avec les beaux temps qui arrivent, vous mettre un petit panier de basket, c'est facilement réglable, pliable, on en a déjà testé notamment et c'est vraiment c'est du bon matos. Le B700 c'est le prix entre guillemets que j'appellerais intermédiaire, il est à 300, c'est ça ? C'est ça, ouais. Il est à 300, sachant qu'en plus il y a un French Days, B900 qui est nettement plus cher mais qui est encore plus sensation professionnelle. Ce sont des paniers où la planche, nous on les a testés avec Bastien, la planche, le cercle et tout. Je peux te dire que j'ai testé la planche. C'est assez agréable. Il y a aussi toute une gamme de paniers moins chers chez Decathlon. En fait, la gamme est de plus en plus large de paniers de basket. Donc voilà, nous aujourd'hui on vous met celui-là en avant, mais fureté sur le site, vous allez voir, il y en a plein. Absolument, et vous le voyez, je l'ai mis en haut, un French Days. Puis on a mis des chaussures là dans le décor aussi. On espère que ces chaussures-là feront les playoffs. Un de ces 4. Tout à fait, je vous mettais là juste en haut, les French Days, il y a moins 10 € offerts tous les 100 € d'achat en ce moment sur le site de Decathlon. Donc voilà, vous pouvez foncer, c'est en petit, en rouge, regardez, je vous le remets. Oui, c'est vrai, t'as raison, si vous souhaitez, information importante pour ceux qui veulent se faire 10 € tous les 100 €, ok. Voilà. C'est 10% quoi. Exactement, donc vous pouvez foncer tous les 100 €, 10 €. Plus ou moins quoi, pas tout à fait, parce que voilà. ça dépend. Donc les fans des Rockets, allez-y. Et tu sais quoi ? Sans transition, le Orlando Magic. Ah, bien. Alors, vas-y, remets les paniers. Remets les paniers. Au secours ! Au secours ! Au secours ! Alors, on doit parler évidemment. Alors, attends, ça dépend match. de quel mi-temps tu parles. Je vais parler de la deuxième. Parce que la première. Oui. Attends. Je remets le contexte comme ça, je vais te lancer évidemment là-dessus. Orlando menait 3-1 dans la série. On avait un 3-1 lead avec notamment nos amis de Détroit qui étaient en difficulté. On était à Bordeaux. On avait vu un très beau Game 3 remporté au finish par Franz Wagner et Paolo Banchero. On se demandait ce que ça allait donner pour ces Pistons de retour à la maison. Ils avaient forcé un Game 6. On s'est retrouvé à Orlando pour voir s'ils allaient forcer un Game 7. On se demandait si Franz Wagner allait jouer. Il n'a pas joué. Et le début de match est vraiment... La première mi-temps est totalement dans le sens du Magic. On se dit, Orlando va finir le travail. Il y a combien ? Il y a plus de 20 points d'avance. Il y a 24 en début de troisième. Il y a 22, si je dis pas de bêtises, tout à la mi-temps. C'est-à-dire qu'il y a 60 à 38. Il n'y a aucun problème. Je répète, il y a 60 pour le Magic à 38. C'est-à-dire que non seulement 60 points à la mi-temps pour le Magic, c'est vraiment intéressant. Et une honte pour les Pistons. Et c'est pas bien pour les Pistons. Et surtout, pendant ce temps-là, genre les Pistons, ils galèrent en attaque, la défense du Magic est en place, ils mettent que 38 points, tu vois. Genre, il pourrait y avoir 60 à 53. Non, il y a 60 à 38. Ça a été un très gros moment, on en reparlera pour les Pistons, parce que on est tous obligés là de cracher sur le désastre d'Orlando hier au tir, mais je trouve que ce sera intéressant aussi de mettre en lumière ce qui s'est passé là pour les Pistons défensivement sur la deuxième mi-temps, la façon dont ce groupe aussi a pu affronter un challenge énorme. Hein. T'es mené de plus de 20 points à l'extérieur. Si tu perds ce match, t'es en vacances. Grosse réaction des Pistons. Grosse réaction des Pistons. On avait déjà vu les Spurs avoir une grosse réaction au match 4 au Grand Rex, tout à fait. Au Grand Rex. Où ils étaient menés de 18. Ouais, à 18 à la mi-temps. Quand même, à l'extérieur aussi. Hein. Ouais, donc, pour finir par l'emporter de 15. Voilà, c'est ça. Bon, bah ça ressemble un peu. Ouais, encore plus large. Non, mais ça ressemble en termes mathématiques. Ouais. Ça finit à 14. Hein. Tu vois, c'est de moins 24 à plus 14. Oui, et la pression en fait était différente. C'est-à-dire que les Spurs seraient à 2-2. Ils seraient à 2-2 s'ils perdaient. Voilà, s'ils perdaient, ils étaient à 2-2. Et s'ils gagnaient, ils étaient à 3-1. Les Pistons, s'ils perdaient, ils étaient à Cancun. Oui. Et on aurait fait une miniature différente parce qu'en fait, on aurait eu un match cracra de qui tu veux, encore de Jalen Duren, et on se serait dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà, le match de Jalen Duren, d'ailleurs, est cracra.
malheureusement pour lui, encore, dans ce match. Mais surtout, là, ce qu'il faut vraiment... Il y a pas mal de choses à noter. Le premier, c'est effectivement, tu as raison, côté Pistons. Ils s'y sont mis. Tout d'un coup, il y a eu un déclic. Ils ont commencé à rentrer quelques tirs. Ils ont commencé à proposer des stops. On a vu le Magic s'enliser dans une insistance de shoot à 3 points ridicule. Oh là 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 là. Ridicule. Tout d'un coup, ils ont oublié tous leurs principes. Là, ça a arrêté d'aller au cercle. Ça a commencé à artiller. Je veux dire, tu vois Jalen Suggs ou Banchero. Jusqu'à maintenant, il avait fait une vraie bonne série. Alors là, ce match 6, c'est chaud. 4 sur 20 au tir, très compliqué. 0 sur 9 à 3 points. C'est surtout le 0 sur 9 en fait qui fait chier. Parce que arrête les 3 points dans ce cas-là. Alors que lui, il s'en rende pas compte. Ok, c'est un jeune joueur et tout, mais ça fait chier. Attention, ça fait chier qu'il s'en rende pas compte. Mais qu'il n'y ait personne pour lui dire là dans tout le staff là, ça sert à quoi de payer 14 personnes dans les staffs NBA s'il n'y en a pas un pour dire à Paolo Banchero, gros, oh. Bon, je vais voir avec Mosley s'il peut te dessiner quelque chose, lol. Mais s'il te plaît, arrête de pull-up de loin. Je comprends et je suis d'accord parce que ça a été un désastre. Quand même. Non mais bien sûr, je dis rien contre ça, ça a été désastreux. Ce qui est juste étonnant, c'est que 48 heures plus tôt, et c'est parfois le penchant aussi des joueurs qui deviennent chauds un peu momentanément à 3 points, Paolo Banchero est chaud sur le game 5 à 3 points notamment, et donc ça lui donne une forme de confiance qui malheureusement se retourne aussi contre lui. Les choix ne sont pas bons, mais ce sont des shoots aussi qui ont été pris sur le match précédent complètement, et ça, qui j'entends. sont rentrés, tu vois, à Détroit. Ça, je l'entends. Ce qui n'enlève pas la qualité mauvaise des tirs là sur le game 6. Ce Magic, c'est la 3e fois qu'ils vont en playoff avec ce noyau. Il n'y a pas tout à fait les mêmes joueurs, mais ce noyau, en tout cas avec Banchero en leader. Il manque Wagner, ok, c'est clair, ça se voit. Il y a quelques moments, mais en première mi-temps, tout le monde dit oh là putain, ils sont en train de faire ça sans Wagner. Donc à un moment donné, faut aussi voir les deux côtés. C'est-à-dire qu'il y avait moyen sans Wagner. Et moi, ce qui m'embête vraiment, c'est plutôt le côté entêtement alors que tu as encore de l'avance. C'est-à-dire que quand les Pistons commencent à actionner, ça commence à rentrer et il y a quelques stops et l'écart au lieu d'être à 24 tout d'un coup il est à 14, il est à 12, tu vois, très très vite là, c'est allé très très vite et que ça se voit que les Pistons ils recommencent à y croire, même à l'extérieur ils se ressoudent, ils y vont possession par possession. Ils stoppent et derrière ils font un stop et derrière on s'applique en attaque. Cunningham, Tobias Harris, quel match encore de Tobias Harris, quelle série, tout à fait d'accord. Et donc c'est important et dans ces moments là c'est là où bah voilà le Magic on sait pas trop comment les jauger parce qu'autant ils nous ont fait une assez bonne série tactique, assez bonne franchement, défensivement Jalen Duren passe encore un mauvais moment, enfin c'est une vraie série tactique, ils font archi chier les Pistons c'est tout, mais par contre là ça éclate complètement, ça se désunit, il n'y a plus de mouvement de balle, il y a beaucoup trop d'isolation, de hero ball alors qu'ils n'ont pas forcément les joueurs pour, du pull-up, n'importe quoi. Jalen Suggs aussi. Moi j'allais dire, honnêtement moi c'est Jalen Suggs parce que honnêtement je sais on va pas faire un classement des joueurs qui j'ai quand même commencé par Banchero parce que hier il y en a pour lui. Hier il y en a beaucoup pour lui, mais j'avoue que Jalen Suggs qui parfois on l'a dit sur le curseur a l'impression de se prendre, il est un peu dans le range anciennement Marcus Smart, c'est aujourd'hui Dion Brooks de laissez-moi, je vais innover totalement. Tu n'es pas Jalen Brunson, exactement. Tu es Jalen Suggs. T'es Jalen Suggs. Et en fait, les choix hier, t'as des situations de fin de match où t'es à quelques points, même de retard. Mais oui. Quand Détroit repasse devant, t'as des choix de Jalen Suggs où tu te dis, mais frérot, tu penses qu'on joue à quoi? C'est du pick-up basketball? Non, c'est si on perd, on va à Détroit en Game 7. Les choix sont atroces. Tu sens en plus d'ailleurs qu'il y a, comme tu le dis, il y a personne pour lui dire à lui aussi à ce moment-là qu'est-ce que tu branles, en fait, qu'est-ce que tu fais mon gars, tu es meneur de jeu. C'est même pas comme si t'étais parfois, tu sais, pour un Dion Brooks qu'on critique, c'est pas le relais du coach sur le parquet. Jalen Suggs est censé être un des relais du coach sur le parquet. C'est le relais de rien du tout, c'est vidéo gag. Hier il a pris des shoots, tu peux faire une mixtape, c'est atroce. C'est atroce et t'as raison, il y a personne pour lui dire et tout. Et c'est d'ailleurs là l'une des grosses différences entre les deux équipes. Il y en a une qui a de la confiance, qui fait pas une bonne série, les Pistons. Ils font pas une bonne série, mais ils sont encore en vie. Et qui a la confiance liée à tout ce qu'ils ont proposé en régulière. Qui a confiance en son coach. Coach qui est, on l'a suffisamment critiqué, genre pas un si grand tacticien que ça. Qui en revanche sait saisir les moments, a de l'expérience et sait motiver son équipe. Ce côté
On y va possession par possession, on prend les attaques les unes après les autres, objectif faire des stops, gratter, revenir, moins 18, moins 16, moins tout d'un coup bim, moins 13, hop, moins 11, tu vois, je veux dire, on gratte dans tous les sens. Ça c'est très Pistons cette année. Alors que en grande difficulté, ils ont tout mis. Alors que le Magic, lui, dès que ça a commencé à pu aller dans son sens... Ils ont mis combien de points déjà ils ont mis 19. Kate Cunningham a mis 19 points dans le quatrième quart-temps. Orlando en a mis 19 en deuxième mi-temps. Ah. Et ça, t'en parlais, toi t'en avais parlé dans la preview. Moi j'étais un peu plus sceptique, mais toi t'en avais parlé dans la preview. T'avais dit ouais attention Orlando parce qu'à tout moment s'il y a un bâton dans la roue, ça peut partir en vrille. On l'avait pas trop vu encore depuis le début de la série. Là par contre la deuxième mi-temps du Game 6 c'est exactement ça. Et tout à fait. Et pour autant là la tendance, et c'est normal voler en éclats. Ils ont volé en éclats. Bien sûr, la tendance, et on vient de le faire là, c'est démolir le Magic parce qu'ils vraiment ils se sont tirés une balle dans le pied et qu'en plus tu avais l'occasion de sortir un numéro 1 de la conférence Est et d'aller en demi-finale. Là donc tu vas devoir te taper un Game 7 à Détroit. De l'autre côté Pistons, tu viens d'en parler par rapport à JB Bickerstaff. Moi il y a vraiment deux trois choses sur lesquelles je souhaite les applaudir. Premièrement, on sait qu'il y a eu des gars qui avaient quelques minutes de jeu et il fallait qu'ils donnent bien. Paul Reed, il y a eu du gros 3 de Duncan Robinson sur la fin de match, il y a eu du très gros Tobias Harris. Il faut aussi comprendre ce qu'on a avec Cade Cunningham. C'est un mec, en fait, il y a 3-1 dans la série. Il vient de lâcher 45 points en Elimination Game et il en lâche 32, dont 19 dans le quatrième quart-temps. Magnifique. En quatrième quart. Je répète pour les gens qui sont au fond, ils étaient menés 3-1. Le franchise player a mis 45 points à domicile pour sauver la saison. Et ensuite, dans un match qui a mal démarré, il a fini mais en trombe pour sauver la série. Au global, son match est très bon. Il n'y a pas que son money time. Non, mais tout à fait. Mais ça monte en diesel avec Cade. C'est clair. Les choix ont été excellents. Et donc, un mec qui met sa franchise comme ça sur son dos, c'est énorme. Osar Thompson, la série aussi de Osar. Parce que sur la deuxième mi-temps, si vous la regardez, moi j'ai l'impression qu'il y a 3 Osar Thompson sur le terrain. Les pauvres quoi en face. Wendell Carter Jr. il se retrouve seul sous l'arceau. Moi je me dis Orlando va passer à +3. Osar, je sais pas, franchement c'est un personnage Marvel. Le mec il arrive, il part de la ligne de fond, il vient contrer Wendell Carter à l'assaut, il finit sur le cul et après il est en contre-attaque. C'est exceptionnel le travail de Osar Thompson. La présence d'esprit de se placer en défense et tout. Ce qui est dommage et chiant, et d'ailleurs Orlando l'exploite au maximum qu'il peut, c'est que effectivement de l'autre côté du terrain t'ouvres complètement Osar Thompson. Oui, parfois il laisse presque les draps, c'est un truc de fou. Et donc ça marche plutôt bien. Ça marche contre le Orlando Magic. En fait le problème c'est ça un peu aussi pour les Pistons. De toute façon déjà il y a un match 7 à jouer, donc maintenant il faut se qualifier les Pistons par contre. Oui. Là si t'as fait tout ça et que tu vas perdre le 7 chez toi, on va y venir. Là c'est hyper bizarre, on va y venir. Mais ce que je voulais dire par là c'est que il y a un côté yes et tous les Pistons, il y a aussi un côté inquiétant. C'est que cette série est inquiétante. Genre la première mi-temps, faut pas l'oublier. C'est nul à chier la première mi-temps des Pistons. Ok, le Magic est un peu en feu et sa défense marche, c'est nul. Je pense qu'il y a d'ailleurs pas beaucoup de fans de Détroit qui sont. Il y a du soulagement du fait d'aller en 7. Il y a du soulagement, mais je pense pas qu'ils soient en train de. Personne n'est rassuré par ce qui se passe avec Détroit. Ça, c'est sûr que je pense pas qu'ils soient en train de crier victoire partout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien prendre conscience. On voit les autres séries à l'Est. Ça joue mieux dans toutes les autres séries. Oh oui. Même la Cavs Raptors qui est parfois bizarre, ça joue mieux. C'est un meilleur niveau de basket. Game 7. Aujourd'hui, on est clair et net. Détroit a survécu le 3-1 lead, va jouer à domicile et Orlando a laissé passer une occasion de fou en finissant la deuxième mi-temps. L'occasion. Ils ont passé occasion. Détroit finit le travail à la maison. Pour moi, oui. Tu penses que c'est serré cette affaire ou est-ce que on va être dans la continuité de Orlando en fait qui finit en... Moi, je pense qu'il y a moyen que ça soit pas serré. C'est possible. Ça dépend. En fait, ça va dépendre. Genre, là, ce que le Magic a fait en entame de match aux Pistons, si c'est les Pistons qui font un truc comme ça au Magic, je vois pas du tout les Magic s'accrocher dans le match. Je vais dire Pistons win aussi, en tirant la langue. Je pense que ça peut être un peu plus serré, j'espère, parce qu'on veut aussi du Game 7 à horaire français, mais ça peut être un blowout. Mais allez, Desmond Bane qui sort de sa boîte, certains gars qui essayent de mettre quelques shoots. Ils vont bien défendre et tout, mais là quand même ils ont pris un petit coup sur la caboche. Et surtout là les Pistons savent aussi ce qu'il faut pas faire en entame de match. Tu vois, à un moment donné, très important, je dirais même, honnêtement, les Pistons
doivent le gagner, évidemment. Avec la manière. S'ils perdent ce match 7 à la maison, c'est genre, qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que cette série? Genre, et avec la manière, je suis d'accord pour dire quand même, oh, ça y est, on est en route. On s'est extirpé bon, ouais. On est en route. Et on s'est extirpé d'un sacré piège, ouais, tout à fait. T'avais 4-3 J'avais 4-3 Pistons. J'avoue que. Mais alors, que je te tends la perche. pour le coup, vous voyez, c'est tout le côté vicieux des pronostics. J'avais 4-3 Pistons, mais alors cette physionomie de série, par contre, on en était très loin. Il y a très peu de séries sur lesquelles on avait physionomie, mais on en reparlera. Moi, j'avais aussi, quand même, regarde, la Spurs Blazers, on l'avait bien. La Thunder Suns, on l'avait bien. On avait tous les deux, tu vois, la domination du Thunder. C'était pas dur. Franchement, la Knicks Hawks, on l'avait bien, en fait. Moi, j'avais dit 4-1, mais j'ai une victoire d'écart. Mais en fait, franchement, les Hawks. Dans la façon dont la série s'est discutée. Les Knicks, c'était très au-dessus, c'est ça que je veux dire. Et ça s'est confirmé. En fait, sur les 3 premiers matchs, il y a eu une vraie hésitation. Moi, je pensais qu'il y aurait 2-1 Knicks et peut-être que les Hawks tiendraient, tu vois. Mais vraiment, au bout de 3 matchs, tu sais, on était en viewing party, il y en a qui disaient ça se trouve Atlanta peut le faire. Mais après, on a vu que ça mieux résisté peut-être que ce qu'on aurait cru, mais on était quand même dans un truc, tu vois, voilà, si tu veux faire le bilan. Après la Celtics Sixers, moi j'avais parlé d'un truc serré. Je pense les Sixers dépassent les attentes que j'avais en eux, mais je trouve qu'ils sont dans la continuité. Ils font exactement chier les Celtics là où il faut. Celle-là, elle est donc violente. voilà, donc non, cette série, au niveau du score, elle va être dans le range de. Non, toi t'avais dit que les Pistons ils avaient tabassé. Moi j'avais dit vu qu'il n'y a pas les. Moi j'avais dit vu qu'il n'y a pas les Hornets en face, ça devrait être tranquille, ils vont gagner 4-1. et vraiment, je le redis, on en reparlera dans les previews. Si les Pistons passent en avant, ou sinon ce sera un gros débrief. Jamais je n'aurais pensé, après la régulière qu'ils ont fait, que Détroit aurait proposé cette série-là jusqu'ici. Vraiment, je trouve que toutes les inquiétudes et les déceptions sont en tout cas confirmées sur ce premier tour. À eux de sauver leur saison sur 48 minutes. Ok. On enchaîne ? On enchaîne. Il y a eu un autre match hier qui a eu un finish. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier Décathlon, les arceaux à Toronto, parce qu'il y a un petit gimmick sur les shoots qui atteignent le plafond et qui retombent. Le shoot de RJ après le shoot de Kawhi. Après le shoot de Kawhi, Tyrese Haliburton, je sais pas si tu as vu le tweet magnifique qu'il a envoyé. J'ai même pas vu, en fait, pour beaucoup de gens, c'est une Tyrese Haliburton désormais ce shoot qui atteint tout le haut. Oui, c'est vrai. Et donc il a envoyé 2 minutes après le shoot. Tiens, cette action me semble familière. Enfin, tu vois, donc les gens ont adoré. C'est très très drôle. C'est vrai que ça ressemble plus au shoot de Tyrese qu'au shoot de Kawhi. Shoot de Kawhi qui lui avait rebondi plusieurs fois sur le cercle et tout. Oh, le shoot de Kawhi. Hier soir, Game 6 avec nos amis de Cleveland qui étaient en déplacement à Toronto. On avait vu un Game 5 avec un gros quatrième quart. Dennis Schroeder, Evan Mobley, Jalen Tyson, des incertitudes sur Donovan Mitchell. On est allé à Toronto et là j'ai trop hâte de parler avec toi parce qu'on finit en overtime avec une victoire exceptionnel des Raptors sur un shoot miraculeux de RJ Barrett, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ils étaient à -1. Hein. Tout à fait, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Ils pouvaient perdre, oui. Ils pouvaient perdre, c'était éliminé. Oui. Non mais il faut bien avoir le contexte. Je te propose justement qu'on aille, pour ceux qui n'ont pas vu le match, je vous invite à regarder le replay parce que c'est assez fou, mais qu'on aille quand même jusqu'à cette moitié de quatrième quart-temps où Toronto mène de 7-8 points. Toronto contrôle le match. Et Toronto a le match en main. Toronto contrôle le match. Là, j'ai noté dans mes petites notes, on est à -11 sur un panier de Harrison Barnes, n'importe quoi, de Scotty Barnes. Sur un panier de Scotty Barnes, on est à +11 Raptors. Il y a 96 à 85. Il reste 8 minutes 45 à jouer. Donc, c'était bien. T'es là et tout. Et là... donc on est dans la continuité d'un match qui est quand même contrôlé par les Raptors avec des Cavs qui ont du mal à rentrer leurs 3 points, même les tirs ouverts, hein, comme quoi le côté les 3 points qui rentrent ou pas, c'est quand même très important. Donovan Mitchell bien verrouillé. Donovan Mitchell pas dedans, tu vois, et qui va justement montrer que les Cavs peuvent faire des gros runs, peuvent tout d'un coup se réveiller. C'est-à-dire que tout d'un coup on a Donovan Mitchell drive, kick out corner, ou non, c'est Harden d'ailleurs. Kick out corner pour Dean Wade. Là même, il y a un stop et après il y a la même action ou quasi pour Donovan Mitchell dans le corner. Et il y a aussi Evan c'est la même. Ouais. Donc là, bim, en l'espace de quelques actions, bouf, tu te retrouves, t'étais à +11, en fait t'es à +5. C'est pas du tout la même chanson. Ensuite, tu as ce petit drive avec layup de Donovan Mitchell. On se dit, ça y est, Donovan Mitchell. Avec un super écran d'Evan Mobley. Et super écran d'Evan Mobley. On va reparler du finish d'Evan Mobley, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Et moins intéressantes. Et contradictoires à dire sur lui, encore une fois. Mais clairement, sur la fin du temps réglementaire, le duo Mobley-Mitchell, Mitchell-Mobley, ramène les Cavs. Pas tout seul, hein. Oui. Il y a des stops et tout, mais en attaque, il les ramène. Ça pose des gros écrans. Mitchell, il est incisif.
Le panier pour aller en prolongue, c'est le drive de Mobley, la main gauche là. C'est Mobley. c'est la mismatch sur Colin Murray-Ball de Evan Mobley. Mismatch. Il est plus grand, il est plus long, oui, il est All-Star, il est sur un rookie. Voilà, oui, je suis d'accord. Sur mais, le papier. Voilà, mais il fait une série quand même l'autre. C'est pas. Colin Murray-Ball, c'est énorme, mais je veux dire. Il était pas. Le plan dernière possession. Non mais je comprends, mais il est pas sur Jacoby Walter, quoi. Tu vois, c'est pas une vraie mismatch. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan, quand on voit l'excellent travail qui est fait sur James Harden, jusque-là notamment Jamal Shead, qui prend des fautes mais qui essaie de bien contenir avec Jacoby Walter la paire de guards, c'est vrai que pour le coup, on a Evan Mobley qui se retrouve avec un rookie devant lui qui est un peu plus long et il en profite. Pour mettre en hauteur, il main pose gauche, bien le dribble, il emmène l'épaule, il y va agressivement vers le cercle, il égalise à 104-104, c'est le panier qui les emmène en prolongue. Oui, et il y a un élément, parce qu'en effet, tu parles de l'attaque, il y a des choses qui se débloquent. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé. Et il y a des stops entre des deux. Et ça, c'est ce qui m'a marqué le plus avec ces Cavs sur la fin de match, c'est qu'ils étaient vraiment moins bons défensivement et il y a eu des choses qui ont été laissées pour ces Raptors. Mais sur la fin de match et l'overtime, ils ont serré les rangs. Défensivement, Cleveland fait le boulot. Ça passe par un aspect dont on avait parlé, je ne sais plus si c'était la précédente vidéo ou une des précédentes, mais on a le double big line-up, on a Jarrett Allen et Evan Mobley avec Dean Wade. Et on a Jarrett Allen qui se donne au rebond. Exactement, et donc, tu sais, on en parlait, moi je souhaitais qu'il y ait un peu plus de ces Twin Towers là sur le parquet, et donc on voit Jarrett Allen qui fait des très bons close-out au buzzer sur c'est Jamal Shead je crois qui shoot un peu au buzzer ou oui, Jamal Shead. C'est Jamal Shead. On a Evan Mobley qui est présent, qui fait une super fin de match. On arrive en overtime. Et tu sens, moi je sens à ce moment-là devant le match, j'étais devant là en direct, que Cleveland... C'est un overtime que Cleveland doit prendre. Ils doivent le prendre. Même à l'extérieur. Enfin, pardon, mais Cleveland, c'est franchement tirer une balle dans le pied avec cette fin de match. Il y a eu des erreurs vraiment très 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 difficiles à digérer pour les fans des Cavs. Le lay-up de Mitchell qui te met à 110-108, plus 2, il reste une trentaine et quelques de secondes. Et là, tu te dis, ok, ils auront une possession derrière, donc faut bien défendre, au pire envoyer un mec sur la ligne des lancers et marquer derrière, tu vois. Oui. Et là, ils ont chié ces 30 secondes là alors qu'ils y étaient, les Cavs, après avoir été menés, comme on le dit, pendant 3 quarts temps et demi, quoi. C'est ça, c'est la remontée de balle, je crois, de Schroeder avec la balle perdue pour... Il y a d'abord... Donc il y a ce lay-up de Mitchell qui met à, je crois que c'est 110-108, si je dis pas de conneries. C'est quoi le score final? Oui, c'est ça, 110-112. Et après, derrière, il y a défense des Cavs, il y a Jamal Shead qui drive, il essaye de faire un truc de pivot autour de Allen, et il y a 2 lancers. Ouais. De lancer, il fait que 1 sur 2, Jamal Shead. Donc tu es toujours devant. Tu as la balle et tu es devant. Tu es les Cavs, tu as Donovan Mitchell. Avec des temps morts restants. Tu as James Harden avec des temps morts restants. Tu as la balle, d'accord, et tu es devant. Tu t'attends à ce que l'équipe adverse soit agressive sur la remise en jeu. Oui. Tu t'attends à devoir trouver un de tes gars et qui vont essayer d'être agressifs sur la mise en jeu, puis... ils vont faire faute. Oui. C'est la logique, tu vois. Voilà, vu l'horloge, ils vont faire faute, ou en tout cas ils vont travailler. Parce que je crois pas que tu pouvais aller au bout de l'horloge. Je crois qu'il y avait plus de 24 secondes. Non, oui, il y avait 25-26, un truc comme ça. Ouais. En fait, il y a eu du jeu de possession parce que notamment Donovan Mitchell score, il reste plus de 35 secondes pour avoir le 2 for 1. Et après, je crois que la faute sur Jamal Shead, il doit rester peut-être 26 secondes ou un truc comme ça. Et faudra que je revoie. Mais je sais qu'il y a pas mal de chrono encore restant. Et après, pour moi. En tout cas, il y a plus qu'une possession. Oui. Et donc les Raptors, qui sont à -1, décident de ne pas faire faute, mettent la pression. Ouais. On trouve, je sais plus qui fait la remise en jeu, on trouve Schroeder qui commence à monter la balle et là décide de faire une passe un peu risqué cross-court, qu'on le reconnaître, un peu risqué cross-court. Un Evan Mobley qui est au niveau de la ligne à 3 points, dos au panier. Et avec la ligne de touche là. Et qui a Colin Murray-Bowles dans son dos. Ouais. Colin Murray-Bowles, il met la main, il tape la balle, ça retouche Mobley et ça sort. L'arbitre. Perte de balle. Gros call, mais bon call. Oui, pas de temps mort pris. Côté Cavs, qui aurait pu avoir le truc, parce que attention à Ken Atkinson, j'en profite. C'est vrai qu'un petit temps mort là, ça aurait pas fait de mal. Non, mais je suis d'accord, j'avais pas pensé comme ça, mais j'avoue. Un temps mort, il y a beaucoup de fans qui étaient frustrés là-dessus. J'en profite aussi pour calmer les esprits. Pour calmer, absolument. J'en profite aussi pour rappeler Kenny Atkinson. Challenge dans le premier quart-temps perdu dans des situations de match comme ça a rendu faux aussi les fans des Cavs parce que c'est une situation que tu perds où tu n'as plus le challenge jusqu'à la fin de la rencontre et c'est sur ce genre de série serrée aussi que tu peux faire la différence. Tu sais, sur la fin de match. Oui, j'entends, mais tu vois, pour le challenge, je modérerais un peu. C'est pas forcément. Parfois, c'est 50-50. J'avoue que moi. Beaucoup de gens disent c'était évident qu'ils allaient le perdre. Non, fallait pas prendre le challenge. C'est le côté fallait pas prendre le challenge. Moi, c'est pas ça que je dis. C'est dans un match
éliminatoire Tu pour l'aurais les pas pris Raptors. pour le garder en fait. Tu le prends pas dans le premier quart-temps sur Ça, une histoire j'entends. de John Ça, Tyson. j'entends par contre. On réfléchit parce que si tu le perds, t'es dans le caca. Et donc quand en fin de match, tu as notamment une très bonne défense, je sais pas si tu as en contre-attaque de Donovan Mitchell sur Colin Murray-Boyles. Et Colin Là, t'as plus Murray-Boyles de challenge. touche la balle avec son genou et tu n'as plus l'option 2. T'as tous les joueurs des Cavs qui regardent Kenny Atkinson comme ça et Atkinson, Il fait désolé, bah, j'ai pas désolé, de challenge. je l'ai grillé il y a 2h15. En fait, c'est pas ça qui change la rencontre. Ce que je veux dire, c'est que on sait pas, il y parce a que vu beaucoup comment c'est d'éléments. serré. Hein. c'est ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments à la charge de Kenny Atkinson où la série devient aussi un peu compliquée pour lui. Il y a beaucoup de doigts qui sont pointés parce que c'est clair. ne pas prendre le temps mort, certains choix qui sont faits, l'abandon des challenges et tout, ça fait beaucoup pour lui. Il y a des joueurs qui se sentent un petit peu, j'ai l'impression, laissés en plein dans le bras zéro par leur coach. Quoi. C'était compliqué. Mais on peut les comprendre. En tout cas, Kenny Atkinson, c'est sûr qu'il fait pas une très grande série. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis assez Il se met déçu. des fans à dos et je Moi, les je suis comprends. assez déçu. Et je les comprends. Ouais. Toujours est-il que Tu mènes. tu mènes et tu perds la balle qu'il fallait pas perdre. Après, c'est une perte de balle. Ok, Evan Mobley aurait peut-être pu catch de manière plus costaud et puis mettre son épaule dans Colin Murray-Boyles pour peut-être qu'il y ait faute ou au moins que le mec puisse pas vraiment bien intervenir. On peut critiquer la prise de balle d'Evan Mobley, ce truc-là, mais d'où Schroeder fait cette passe? Schroeder lui balance une bombe. Pour moi, Schroeder ne doit pas faire cette passe. Non. Tiens, une boule de feu. Ouais, bien sûr. Tu peux l'attraper à main nue, s'il te Tiens, plaît. une patate chaude, Ouais. vas-y, s'il te Tiens, plaît. attends, regarde, je vais sortir les braises du four et je vais te les lancer dans la gueule. Vas-y, démerde-toi. Qu'est-ce Et- que c'est que ces conneries? Tout à fait. D'autant plus que Evan Mobley fait un excellent match au global Ah ouais. et a répondu présent, a été clutch, a été dans l'agressivité, ce qu'on avait pointé Ah du non, doigt en disant on rebond attend et tout, il a l'avantage. fait du bien. Il a été très très fort, mais avec tout le respect que j'ai pour lui, même si tu sens qu'il est chaud, je ne sais pas si ce serait sur un parquet où il y a Dennis Schroeder, Donovan Mitchell, James Harden. Je ne sais pas si c'est le mec à qui je donne la balle pour mettre deux lancers francs. En tout cas, c'est pas la première option. C'est-à-dire que Schroeder est plus adroit, Donovan Mitchell a plus d'expérience. Tu parles de quelle action là? Pourquoi Schroeder lâche la balle à Evan Mobley? Attends, mais ça, attends. Juste si Schroeder Ah, mais- slalom et garde la balle et Moi capote non sur plus. lui. Je donne pas Tu la la balle à gardes. Evan Mobley. Mais pour moi, ce n'est pas la faute d'Evan Mobley. C'est ça que non, je veux dire. mais moi, c'est la faute de Schroeder. Ah voilà, oui, merci. C'est que vu que Schroeder est sur le parquet, à l'expérience, est à 7 sur 8 au lancer, est un mec qui a Schroeder, déjà il montré garde qu'il la peut faire balle, ça. c'est tout. Tu gardes la balle et c'est tout. Voilà où Evan Mobley, on peut peut-être lui reprocher quelque chose, c'est qu'au lieu de se planter comme un con à la ligne à 3 points, viens faire des écrans gros. Ouais, Pourquoi mais pas? Non mais on peut lui. Si tu veux vraiment lui reprocher quelque chose, moi je lui reproche. dis-lui de venir se mettre au milieu du truc, pas de demander moitié à 3 Moi, points, tu vois. Je pense que quand on revoit l'action, je pense que juste comme tout le monde, il ne s'attend pas à recevoir la Ah balle. non, bah ça c'est sûr. Bah ouais. Et Jamais. donc du coup, moi aussi on peut dire quelque part que Non je suis mais d'accord avec toi de il est notre pas au canapé, bon endroit. il est quoi. pas au bon endroit, mais s'il est pas au Mais- bon endroit, c'est peut-être pour une raison, c'est parce qu'il s'attend pas à avoir le ballon là Il faut quoi. pas lui donner. Oh putain. Schroeder qui est là pour son expérience et tout, là pour le coup c'est un chiage. C'est terrible parce que du coup, alors que t'as un gros match de Mobley, t'as Donovan Mitchell qui était cradingue et qui commence à se réveiller dans le Money Time, tu te dis allez, t'as même du gros 3 d'Evan Mobley et de Dean Wade dans les corners comme tu l'as bien précisé Alex, tu te dis bon, Jarrett Allen est présent, c'est un match que les Cavs vont prendre. Parce Tu que- mènes de 1 point. Parce qu'après, sur la dernière possession là, des Raptors, moi j'ai pas forcément à redire tellement sur la défense des Cavs. Ça se Non, finit mais par un shoot à 9 mètres de RJ Barrett. Tu vois, genre. Exceptionnel. Bon, il l'a mis. Et il a eu le rebond favorable, comme on dit dans le jargon. Le shooter's touch. Ah, mais attends, c'est bien défendu par les Cavs. Hein, enfin, Voilà, c'est ça ce que je veux parce dire. que en plus, si je dis pas de bêtises, Ça me va, moi, je veux dire. Mais Ils font tout à pas fait. faute, ils repoussent loin, ils obligent une équipe qui a pas de très grand shooter extérieur à shooter de loin. Enfin, genre voilà quoi. tu me dis, mais je crois sur l'action. Et d'ailleurs, RJ Barrett en a parlé post-game. Il dit à Scottie Barnes, parce que Scottie Barnes va avoir la balle, si tu sens que t'as pas une position de tir, donne-la moi. RJ Barrett a dit ça en Ah ouais post-game et je trouvais ça hyper intéressant. D'accord. Scottie Barnes a la balle, le chrono commence à défiler. Il drive un peu Il là, drive un Scottie- peu et il la et les ressort. Cavs viennent close out Ouais, sur bah, Scottie tu Barnes. m'étonnes. Ah, bah, ça c'est normal Parce par que contre. tu sais que Scottie Barnes, il peut avoir tu du veux pas qu'il fasse un lancer, flotteur. un flotteur, un Ouais. rebond offensif avec Ouais. Colin Murray-Boyles, etc. Et il lâche, non pas une patate chaude, mais Pas la ouf. passe, J'avoue. la passe torse, elle touche les orteils. J'avoue. RJ Barrett, il la récupère comme un carton de déménagement, quoi. Et c'est vrai que à ce moment-là, c'est la magie des playoffs. Le shoot de RJ Barrett, c'est un bon shoot du point de vue du staff défensif des Cavs, Ouais. mais c'est le gamin C'est de fond de cercle, Toronto. c'est un fond de cercle qui C'est un rentre. fond de cercle qui quasi touche la caméra, retombe, mais Pile. vraiment comme Ficelle. une bombe, ficelle. Et c'est le gamin de Toronto qui vit le plus grand moment de sa carrière, en fait, parce que énorme. ce shoot ne rentre pas. C'est fini. Bah t'as La série est finie.
Bah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si ça rentre pas, vu la gueule du shoot, à mon avis, ça continue à rebondir et le chrono il s'écoule. Ouais, il reste une seconde. Ouais, hein, c'est donc ça. à mon avis, elle s'écoule en bonne partie. Ouais, Enfin, à mon ouais, avis, il y a le temps de T'as même remettre pas en le temps jeu. de re-shooter, Je sais ouais. même pas s'ils ont le temps de faire faute. Non, c'est sûr. Parce que ça aurait été Balcavs. Oui, c'est un shoot qui sauve une saison et qui prolonge Et puis avoir un l'aventure. tip-in de Colin Murray-Boyles peut-être, éventuellement, à la Hakim. Qui est extraordinaire. hein. Moi, je veux plus entendre parler de Jakob Poeltl. hein. Il y a des gens qui se demandent encore qui est le pivot du futur des Raptors parce que je crois que là, est-ce que putain encore, on a Colin Murray-Boyles en ISO sur James Harden en mid-range et il tient. Ce gamin, il tient, ce gamin est très spécial. Ouais. Oh, le combo lui Scottie Barnes parce que pareil, hein, je crois qu'on en parlait tous les deux après le tournage hier. Ouais. Scottie Barnes est en train de montrer quand même. Il fait son match encore hier. Il fait une série, il fait un match encore hier, 25 points, 7 rebonds, 14 passes, 3 contre 3 interceptions. La création. Continuer dans tous les sens, à donner, à montrer l'exemple. Quand tu abordes le Game 7, là, Alex, tu penses quoi? Est-ce que ce sont les Cavs qui peuvent le regretter ou est-ce que la fin de match qu'on a vu avec les efforts défensifs vont se traduire sur le Game 7 et Cleveland va dérouler? Dérouler, on leur souhaite, mais... Il y a un scénar. Ouais, il y a un scénar, ouais. Bah, c'est pas le plus probable, je trouve. Non, je garde Cavs qui gagnent chez eux le Game 7. Pareil. Je trouve que ils ont le chemin, ça se voit. Alors c'est vrai qu'ils sont pas très bien coachés. Je suis vraiment déçu de Kenny Atkinson sur cette série. Ça se voit. Ensuite, le duo Harden-Mitchell est bien ciblé défensivement. hein. Les Raptors, eux, sont bien coachés et appliquent vachement bien la tactique. Mais dans le combat, Allen et Mobley ont montré que pouvaient regarder droit dans les yeux les Colin Murray-Boyles, les Scottie Barnes, les RJ Barrett, les machins, sans problème. Enfin, sans problème, ils peuvent. Donc, à la maison, pour moi, Cleveland doit et va faire le travail et va passer. Pour moi aussi, les Cavs passent. Mais autant les Pistons, je serais tellement surpris qu'ils fassent pas le Magic, tu vois, au Game 7, je serais surpris de ouf. Autant là, les Cavs, il y a des chemins genre où ça déroule pas, justement, tu vois, Bastien. Il y a des chemins où le meilleur joueur de ce Game 7... Ça commence par Scottie, ça finit par Barnes. Ça, c'est même probable. Attention, vu la physionomie de cette série. C'est pas normal. En fait, Donovan Mitchell, il doit envoyer plus que des demi-cartons. Oui. Je pense que je pense qu'il existe quand même un scénar dans lequel les Cavs déroulent, qu'avalanche. Tu vois, c'est-à-dire grosse réussite les à 3 points. Qui rentrent et tout. Parce que l'attaque de Toronto, là encore une fois, Cleveland peut se mordre les doigts. Bon, et on est en overtime pour avoir 112 points côté Raptors, mais il y a mieux à faire encore côté Cleveland, je trouve. Parce que tu as eu notamment du Jacoby Walter qui a bien pris. Il fait une super fin de série, là, Jacoby Walter, en étant titu. Il rentre des tirs. Il rentre ses tirs. Fait du bien. Mais je t'avoue que le finish est très difficile pour les Cavs hier soir, mais j'ai aimé l'overtime c'est 5 minutes, le quatrième quart-temps c'est les 6 dernières minutes. Je dirais que les 12 dernières minutes des Cavs me donnent grand espoir pour le Game 7. Je pense qu'ils comprennent défensivement ce qu'ils doivent faire et que si les shoots rentrent comme ils sont capables, ça peut être très 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 dur pour les Raptors. Et même offensivement, c'est-à-dire qu'il y a le côté shoot qui rentre, évidemment, grosse variable du basket moderne, surtout les shoots lointains, mais il y a aussi... Genre, il faudrait que les Cavs, autrement que dans l'urgence, quand ils sont menés de 10 dans un quatrième quart, recommencent ce qu'ils ont fait lors des 2 premiers matchs, c'est-à-dire des pics bien francs, Harden et ou Mitchell qui attaquent vraiment la raquette des Raptors, qui resserrent, et là il y a des bons kick-out parce qu'on a des énormes passeurs et il y a plein de shooters. On a un peu manqué de ça là sur ce match 6 notamment, où on a l'impression que ça joue autour de la raquette. Quand ça joue autour de la raquette, ça intéresse les Raptors. Ah bien sûr. Tu vois, tout à fait. c'est trop resserré. Enfin bon, bref. Ça, ce sera ce dimanche soir. Oui. La pression est sur les Cavs. Les Raptors ont fait leur saison là. T'as été retourné en playoff, t'as forcé un Game 7, t'as le gamin de la ville qui a mis le shoot de l'année. Donc Toronto va y aller plutôt avec la pression, mais avec une forme quand même de liberté par rapport à des cases où s'il y a des mecs qui font pas leur boulot en Game 7 à domicile au premier tour, ça va claquer des dents. Et nous, lundi matin, on va être ici sur YouTube, frérot, ça va être... je te confirme. Moi, j'attends des matchs très très forts de la part des Cavs. C'est quoi qu'on va faire comme preview? C'est une preview de Raptors Magic. Yes. Il y a les 11 qui demandent pour les logos. Non mais franchement. On termine avec le Game 7 de ce soir. Ce samedi soir, Celtics Sixers, Boston menait 3-1 dans la série, direction Philly, puis Boston. On va jouer ce Game 7 au TD Garden avec
apparemment, Jason Tatum qui va jouer, malgré l'incertitude sur le mollet. On est tous là à claquer des dents parce que certes, c'est pas la même canne, mais attention, on le sait qu'en sortie de tendon d'Achille, ça peut rééquilibrer sur l'autre jambe. Attention. Ça ressemble fort à une blessure un peu de compensation. De compensation, tout à fait. Et donc, Boston, Alex, menait 3-1. On s'était dit que ça allait finir le job. Énorme bravo et félicitations à ces Sixers. D'abord porté par un énorme Joel Embiid et Paul George duo là sur les matchs. La série de Paul George. Franchement, c'est de la nostalgie. Celle-là, je l'avais pas dans mon bingo. Sur la fin de saison, il avait commencé à reprendre du rythme quand il est revenu après sa suspension. Non, là c'est bonheur. C'est bien ce qu'il fait à Jaylen Brown, non ? Et Game 6 là, il a été splendide. Ouais. Ils sont dangereux, ces Sixers. Il y a plein d'éléments hyper intéressants. Il y a de la grosse pression sur ces Celtics qui sont favoris sur le papier, mais retour de Embiid. Après l'appendicite, avec du bon match, Paul George qui est chaud, Tyrese Maxey qui, je tiens à le souligner, fait aussi des efforts défensifs qui m'ont bien séduit. Je suis d'accord. Sur une fin de série où il faut faire ces efforts-là. Alex, comment tu vois ce Game 7 ? Parce que c'est un peu plus court là comme section, puisqu'on avait pu voir les deux derniers matchs entre ces Celtics et Sixers. On a un peu plus débriefé cette série, c'est vrai. Tu penses que Boston fait le travail à domicile ? Ou est-ce que tu vois les Sixers créer l'incroyable ? Je sais pas, je me demande s'il n'y a pas justement pas mal de paramètres réunis pour un incroyable exploit des Sixers. Je crois que Philly va le faire. Vraiment. En fait, je veux pas parce que j'ai mis Boston loin et non mais tu vois je veux dire pour Boston. Moi je veux bien, franchement. Mais je pense que Philly a franchement j'aime bien cette équipe. Ouais. Mais pardon, excusez-moi. Je t'en prie. Je vais en parler pendant ce temps-là. Mais nos amis de Philly là, quelqu'un en avait parlé sur les réseaux la dernière fois et je trouvais ça assez drôle. On dit toujours qu'il y a un côté un peu bouton on-off et qu'une équipe parfois c'est trop tard pour être aligné au bon moment. Les choses sont bien alignées là pour Philly là, sur ce Game 7. Tu as Embiid qui revient, tu as Paul George qui est en forme, Tyrese Maxey fait les efforts, on a vu ce que pouvait faire VJ Edgecombe, Quentin Grimes, certains gars du banc. Genre franchement, ce groupe peut aller très très confiant à Boston, quoi. Puis t'as les boules. Embiid, il a les boules. Embiid, il a déjà battu Boston sur une série de playoffs, Embiid ? Non, je crois pas. Enfin, il joue pas tout seul, mais vous m'avez compris, les Sixers d'Embiid, je pense pas. C'est un des plus grands accomplissements pour Embiid dans sa carrière. Si là, en Game 7, en remontant 3-1, lui et les Sixers battent Boston. Alors, il n'y avait pas alors Ford, certes, en face, qui lui a souvent joué des problèmes, mais là, c'est une opportunité de fou pour Joel. Sans parler du fait que, clairement, Jason Tatum ne sera pas à 100%. Ouais. Les Celtics prennent des risques à mon sens à le faire jouer. Après je suis pas médecin, si les médecins lui disent qu'ils peuvent jouer, si les médecins disent que c'est possible, voilà, après tout, voilà. Que Jaylen Brown par contre ça joue plutôt en faveur des Celtics. Jaylen Brown sort d'un match, vraiment un match 6 pas terrible. Il y a peut-être moyen que le gars il a envie de dire arrêtez de vous foutre de ma gueule, je suis vraiment le meilleur two-way de la ligue. Le banc est-il uniquement dépendant de Peyton Pritchard ou est-ce qu'il y a d'autres garçons qui peuvent aider ? Voilà, Mazzulla, est-ce qu'il s'entête encore offensivement à faire le même match ? Parce que les Sixers savent, là ils viennent, sauf à ce que Mazzulla propose des ajustements offensifs, les Sixers savent ce qui va se passer en attaque côté Celtics. C'est vrai. Donc, c'est pas trop le cas de l'autre côté. L'autre côté, tu sais pas. C'est trop compliqué. Ouais, Nurse profite bien des différentes options qu'il a. Il file le ballon dans les mains de Paul George, le ballon dans les mains de Tyrese Maxey évidemment, le ballon dans les mains un peu plus statiques au poste, mais de Joel Embiid, le mid-post. Même plus haut encore. Le mid-post, tu vois, le mid-post un peu même parfois presque à 3 points et tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent sans ballon là, les VJ Edgecombe, Kelly Oubre ou ces gars-là, Quentin, ouais, tout à fait. Quentin Grimes ou comment il s'appelle là, le pivot André Drummond, tu vois, qui fait pas la série de sa vie, mais non, mais qui va mettre une tarte à Jaylen Brown si c'est nécessaire. C'est un backup, il prend ses rebonds, il met ses grosses épaules là pendant les minutes où Embiid se repose. Ouais. Ils ont pas mal d'options, c'est vraiment une série et franchement c'est clairement pour moi c'est le Game 7 le plus indécis. Vraiment, c'est le plus indécis. Je trouve que les Pistons ont vraiment un avantage là sur le Magic, je trouve, après ce qui vient de se passer au Game 6. Oui. Je trouve quand même que les Cavs à la maison, même si les Raptors se battent super bien, comme tu l'as dit, Cavalanche et tout machin. Celtics Sixers, je pense que c'est le plus indécis. Je pense quand même que les Celtics vont finir le boulot. Je vais créer l'histoire et le choc et je pense que Philly... J'entends complètement. Je suis pas du tout serein avec mon pronostic, tu vois. Et vous savez, mes copains de Boston, moi notamment, je trouve que la saison a été exceptionnelle et qu'elle mérite d'être prolongée. Ça serait incroyablement incroyable. Incroyablement incroyable. Incroyablement incroyable, il n'y a pas mieux que de dire ça. Mais
Parce que moi, tu vois, quand on a fait les previews, j'ai re-regardé ce que j'ai dit. Donc moi, j'avais dit 4-2 Celtics. Ouais. Et je suis là, et on a une discussion à un moment, parce que je suis là, je dis, tu sais, ils ont quand même pas mal d'armes offensives variées. Ouais, c'est un faux Qui set, en peuvent plus. permettre, c'est un peu un faux set avec des belles armes offensives variées qui peuvent permettre de vraiment faire chier la défense des Celtics. C'est vraiment ce qu'on voit dans cette série. Ouais. Et donc les soirs où sur les 53 points qu'ils prennent, là, ils en mettent pas un bon pourcentage, les Celtics, tout de suite, les Sixers sont dans le match. Les Knicks vont regarder ce match à la télé. Oh bah là, les Knicks, ils sont comme ça. Les Les Knicks, triple ils sont... overtime, hein. Attends, on va jouer qui? On va jouer le Thunder ou les Spurs On en peut finale avoir un NBA? game 8. En finale NBA, on va jouer le Thunder ou les Spurs, tu crois? C'est que les Knicks, il y a un chemin. Ah voilà, mais c'est plus qu'un chemin. Là. Aujourd'hui, là, les Knicks, Là, t'es les Knicks. Ouais, Tu regardes tout ce qui se passe dans les autres séries de l'Est. Changez pas les confs, les Tu dis frères. attends, qui c'est qui peut nous battre? Ouais. Personne peut nous En battre détente. là-haut, les gars. Non, bien sûr. Et c'est compréhensible. Eh bien sûr, bien sûr. On n'y est pas encore, par contre, on n'y est pas encore. Moi, je veux bien l'avis des fans de Boston et de Philly, évidemment, parce qu'il y a claque-dents, hein, là, pour ce soir. Là, ça va être très très chaud au TD Garden. Qui a le plus la pression? Oh, Boston. Ah, on est bien d'accord. Ah, Hein. mais bien sûr. Bien Est-ce sûr. qu'ils ont les moyens de gérer cette pression? Oui. Ils ont des joueurs d'expérience, Non, ils mais ont des bien joueurs sûr. qu'on en a vu d'autres. Bien sûr. Mais ils ont la pression bien plus que les Sixers s'ils perdent. On va dire belle série, franchement. Bravo, remontada de dingue. Ouais. Ouais, tout à fait, il va avoir gagné. Mais je Remonterait un 3-1. m'attends avant tout à cet impact défensif des Celtics que j'ai trouvé moins bon sur certains moments clés de cette série. Notamment quand VJ Edgecombe avait pris feu et que la série se relançait pour Philly, ou en tout cas existait. Je vois. J'aimerais, avant même de parler de tir, d'attaque, etc., que Boston ait cette défense suffocante comme ils sont capables de l'avoir. S'ils l'ont, ça va être une soirée très compliquée. Et en même temps, tu me dis, tu prends 3 joueurs de chaque équipe qui est capable de vraiment prendre feu, ou en tout cas de faire un match de All-Star. J'en ai 2 du côté de Boston et on va voir pour le 3e. Et j'en ai peut-être 3 du côté de Philly. Je répète, je trouve que le potentiel offensif de ces Sixers est vraiment super intéressant. Dites-nous ce que vous pensez de ces Game 7 ce soir, Celtics Sixers. Demain, Pistons Magic, et ce sera suivi par Cavs Raptors. Comme on vous l'a dit, ensuite il y aura des previews que vous allez retrouver sur cette chaîne. C'est un gros week-end de Game 7, donc profitez au maximum. Nous, on va être là sur les réseaux, on va tout relayer, tout vivre ensemble. Et puis après, c'est comme d'hab, le marathon continue. Demain, on va encore tourner. Lundi, on retourne. Mardi, on retourne. Ça continue, quoi. Ça continue encore et encore. On est bon? C'est bon. On fait des gros bisous. Très Bisous bon tout le week-end de monde. Game 7 à toutes et à tous. Ciao.